À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bonjour Gauthier Hort. Bonjour Monsieur Germain, bonjour aux auditeurs. Alors vous avez 36 ans, Oui. vous êtes donc, j'ai convenu d'appeler, vous faites partie de la jeune garde. Vous êtes aujourd'hui opérateur minier, vous avez été journaliste à France Guyane, Il y a bien longtemps. Et vous êtes également élu de l'opposition à la collectivité territoriale de Guyane. Oui. Bien, cet entretien va porter sur votre activité en tant qu'opérateur minier, et notamment en liaison avec le débat sur Montagne d'Or. Ce ne sera pas le débat, celui-ci ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui ne nous intéresse par contre, c'est entre l'opposition qu'on a vue farouche, voire même parfois violente, entre les tenants et les opposants de Montagne d'Or, on n'a pas vu les petits opérateurs miniers. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il en est de leur situation aujourd'hui et peut-être de leur avenir. Alors, première question. Vous êtes membre du CASOG et vous avez été président du CASOG, que sont les petits opérateurs miniers. Quelle est leur position vis-à-vis du débat actuellement qui a été conduit par la Commission nationale du débat public? Disons que les artisans mineurs de Guyane sont ceux qui font les frais de ce débat qui a été mal conduit. Premièrement parce c'est ce qui ressortait, hein, il ne garantissait pas l'équilibre des opinions. Et ensuite, le débat en lui-même fait ressortir un aspect de la mine qui s'est retrouvé, qui a plutôt mis les Guyanais en confrontation avec la ressource aurifère elle-même. Et ça, finalement, ce sont les opérateurs miniers locaux, les artisans, qui en font les frais, parce que ça se traduit une nouvelle fois, comme à l'époque du débat de IAMGOLD, ça se traduit en mesures presque de rétorsion, enfin en mesures véritablement restrictives, mises en place par l'État à l'encontre de la profession actuelle. Et la profession actuelle est tenue par les artisans. Donc les artisans souffrent pleinement de la dynamique du débat, en tout cas, voilà, telle qu'elle a été posée. Alors, ce débat a concerné l'opposition frontale entre les tenants du projet et notamment l'organisme le plus représentatif qui était hors de question et qui, lui, a bien ciblé son opération qui consistait à s'opposer à l'opération à la mégamine. Or, vous n'êtes pas, vous, représentatif de la mégamine. Alors justement, mais c'est là qu'il y a une totale ambiguïté une ambivalence entre le discours et l'acte. Parce qu'effectivement, le discours a toujours été la mégamine. Mais quand on voit le discours et les actions des membres de l'organisation hors de question, en dehors de hors de question, mais quand même en se servant du support de la dynamique de hors de question, finalement, ce sont les opérateurs miniers qui sont visés. Je prends un exemple simple. Lorsqu'en commission des mines, on a les organisations membres de hors de question qui manifestent des oppositions frontales à la mine, c'est bien aux artisans qu'ils s'opposent. Ce n'est pas à la mégamine. Pour le moment, il n'y a pas de dossier Montagne d'Or qui passe en commission des mines. Ce sont bien les dossiers des artisans. Et on fait face à une opposition systématique et frontale. Et ça se manifeste à tous les échelons tous les échelons auxquels agissent ces ONG qui sont manifestement contre tout type d'activité minière légale en Guyane, même s'ils n'assument pas ce discours. Oui, alors quand même, pensez-vous réellement que le secteur minier est un avenir aujourd'hui dans le rapport entre, on va appeler ça coût-bénéfice d'un point de vue libéral, mais en même temps, c'est protection de la société et développement économique? Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction à vouloir développer une activité qui a un tel impact sur l'environnement et de si faibles retombées sur le territoire? Alors je pense que ça a été ça l'effet le plus négatif du débat public tel qu'il a été mené. C'est le fait que les opposants écologistes, enfin menés par les écologistes, retournent l'opinion de cette façon a conduit à ce que la société, enfin, je pense que une grande partie de l'opinion aujourd'hui s'est retournée non pas contre le projet Montagne d'Or, mais contre l'or en lui-même. C'est-à-dire en disant finalement, est-ce qu'on ne peut pas le laisser dans la terre ?
Et ce discours-là, c'est sur la base de cette idée-là, de cette opinion-là, que est-ce qu'on ne peut pas le laisser dans la terre, c'est sur la base de cette opinion que s'est développé, qu'a pu se développer l'orpaillage illégal au cours des 25 dernières années. Pourquoi ? Parce que ça se traduit en actes. C'est une idée qui ensuite se traduit en actes, qui est menée par l'État, en partant du ministère jusqu'aux administrations locales, et qui a conduit à restreindre chaque fois un peu plus les opérateurs miniers locaux pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu 60 demandes d'AUX, donc d'autorisation d'exploiter, donc on s'adresse vraiment aux artisans, 60 demandes d'AUX jusqu'en 2016. Et on a eu de telles contraintes administratives qui sont arrivées depuis 2017 que les artisans ne peuvent pas y faire face. Et depuis 2017, on n'a qu'une vingtaine de dossiers chaque année. Mais vous ne voyez pas un bénéfice quand même à amener le débat au fond en considérant que grosso modo, avec une tonne 2, entre une tonne 2 et une tonne 5 d'or extrait du sol et du sous-sol, ça nous fait environ 30 à 40 millions d'euros. Je fais le rapport, si vous me permettez. 30 à 40 millions d'euros pour un PIB en Guyane qui est d'un peu plus de 4 milliards d'euros. Donc on est plus ou moins autour de 1%. Est-ce que vous ne considérez pas que compte tenu des coûts liés à l'environnement et des choix que la société est en train de faire sur le plan de sa prospective, est-ce que vous ne croyez pas que, d'une certaine façon, l'activité minière est condamnée ? Alors, je pense qu'elle est peut-être condamnée, mais pas pour ces raisons. Ou plutôt, ce serait une mauvaise raison de la condamner. Alors, je m'explique. Sur le coût environnemental, disons-le comme ça, le coût environnemental de l'activité par rapport à ce qu'elle rapporte, nous sommes les premiers, nous avons été les premiers. Moi, j'ai été président de la FEDOM de 2010 à 2015, à dire qu'il nous faut une politique minière pour mettre en adéquation les ressources générées par l'activité aurifère et les profits pour la collectivité. Et finalement, aujourd'hui, et depuis des années, nous sommes dans un rapport perdant-perdant où finalement tout le monde y perd, y compris les opérateurs miniers, par manque de planification et d'objectifs et de méthodes pour tirer un bénéfice juste pour la société, enfin pour la collectivité et pour l'opérateur minier. Aujourd'hui, les opérateurs miniers sont les seuls acteurs économiques de l'intérieur de la Guyane. Ils sont seuls à faire face aux surcoûts liés à l'éloignement, à l'isolement, à l'enclavement de leurs mines, parce que les mines sont essentiellement enclavées, alors qu'on aurait pu faire, et c'est ce que nous proposons depuis des années, premièrement, une stratégie pour permettre aux opérateurs miniers de désenclaver de façon pérenne à la fois leur site, mais aussi l'intérieur de la Guyane. On a vu récemment, cette semaine, la CTG mener un convoi vers Saül pour réhabiliter la piste de Saül. Rappelons que ça, s'il y a des pistes à l'intérieur de la Guyane jusqu'à Maripasoula, c'est du fait des opérateurs miniers. Gauthier Hort, les fonds souverains, les conseillers et les opérateurs financiers à grande échelle recommandent de se désinvestir des activités extractives, dont l'activité minière. Et l'exemple le plus emblématique, c'est la fondation Rockefeller qui se désengage de ces investissements programmés, notamment dans l'activité minière. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un signal qui indique clairement qu'on arrive vers la fin des politiques extractives, ou alors celle-ci serait complètement pilotée par le secteur financier? Alors, je pense qu'on n'arrive pas du tout à la fin de la politique extractive, bien au contraire. J'ai entendu énormément d'idées fausses véhiculées. D'ailleurs, ce sont les idées fausses qui ont été véhiculées pendant le débat du début à la fin. J'entendais notamment l'idée la plus fausse et la plus répandue, c'est que la mine est une économie du 19e siècle. Alors, il faut savoir que la mine est l'une des deux économies qui dirigera le 21e siècle. Le 21e siècle sera le siècle le plus minier de l'humanité. Il faut savoir que dans les 30 prochaines années, l'homme consommera autant de métaux que dans les 70 000 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'avec le développement des nouvelles technologies, forcément, il y a un besoin en métaux qui est croissant. Et il faut se dire que tout le recyclage, toutes les filières de recyclage qui sont en train d'être mises en place dans les pays développés ne suffiront pas, et loin de là, à alimenter le marché en métaux nécessaires au développement de l'industrie
tel qu'il se fait aujourd'hui selon l'évolution actuelle. Oui, alors vous évoquez une question là, qui est d'actualité aujourd'hui dans les rapports commerciaux entre l'Est et l'Ouest. Et on sait que la Chine, grosso modo, détient 90 et 92% des terres rares, des métaux rares que vous évoquiez tout à l'heure. Cela dit, si on s'en tient à ce schéma de développement, donc de croissance continue, il est possible qu'au XXIe siècle, l'humanité ait perdu une grande partie de ses contingents, et en tout cas que l'environnement soit tellement pollué du fait de ces industries-là que la survie de beaucoup sera mise en cause. Alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait peut-être temps de réexaminer cette position et de considérer que la Terre a autre chose à offrir que du minerai? Alors, je peux entendre cette vision. Simplement, il faut comprendre que vous évoquez l'axe Est-Ouest entre... que Nord-Sud aussi, si vous voulez. Mais l'axe le plus important pour moi, c'est l'axe Nord-Sud. Parce que dans l'axe Nord-Sud, nous sommes la Guyane se place 4 degrés au nord de l'hémisphère. Pour autant, politiquement, nous sommes plus réellement dans l'hémisphère sud, en tout cas dans l'axe sud, disons-le comme ça. Et il y a un véritable enjeu entre justement l'exploitation des ressources naturelles et à qui elles rapportent et ce qu'elles rapportent. C'est-à-dire que les ressources naturelles, qui sont des ressources souvent non renouvelables, en tout cas pour les mines, apportent un bienfait à la société qui n'est pas également réparti sur la planète. Et le véritable problème, il est là. Si on freine un peu le développement économique, la croissance dans les pays du Nord, et qu'on répartit cette croissance de façon plus égale sur les pays du Sud, et j'ai envie de dire notamment la Guyane à l'échelle de la France, mais forcément le problème se posera différemment. Et quand on pense global, parce que le slogan c'est ça, penser global, agir local. Quand on pense global, on doit penser global aussi lorsque ça nous concerne. Et on a l'impression qu'il n'existe que la Guyane, et que finalement, hormis la Guyane, l'axe nord-sud, j'ai envie de dire encore, Guyane-France, il n'y a rien autour. Et que effectivement, comme pour la France, c'est énorme de déboiser 800 hectares en forêt amazonienne, on a l'impression qu'il n'y a pas d'Amazonie autour et on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Oui, mais Gauthier, je vous interromps parce que la croissance, c'est quand même les tenants d'un système que vous récusez. La croissance qui est le prélèvement continu sur la biosphère, donc avec une imputation négative sur l'environnement. J'ai l'impression que vous prenez un peu le langage des libéraux pour expliquer une position qui serait plutôt tiers-mondiste, en caricaturant un peu. Est-ce que vous ne croyez pas que peut-être il serait temps pour vous de penser à autre chose? Ou en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer que le développement de la Guyane ne soit pas non plus axé sur les industries extractives? Alors, ne pas axer le développement de la Guyane sur les industries extractives, pour ça, il faudrait une stratégie. Et ça, aujourd'hui, personne n'en a. Il me semble que les seuls qui avaient une stratégie qui tienne la route, c'était les opérateurs miniers, justement avec la valorisation des ressources naturelles, notamment de l'or. Pourquoi? Parce que l'or est la seule ressource qu'il est possible de développer aujourd'hui. On voit par exemple le pétrole. Le pétrole, on pourra peut-être le développer dans 10 ans ou dans 15 ans. Je donne un autre exemple, la pêche, l'agriculture. Vous savez ce que ça représenterait de développer l'agriculture pour déjà alimenter le marché intérieur de la Guyane, c'est-à-dire atteindre le niveau d'autosuffisance alimentaire. Ça demanderait un niveau de déboisement largement supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut juste en être conscient. Moi, je suis totalement favorable à cette idée. Je dis juste qu'il faut juste qu'on soit conscient que quelle que soit l'activité que nous choisirons pour notre autosuffisance, mais aussi pour, c'est le principe de l'économie, pour aussi offrir des biens à l'extérieur de la Guyane, il y aura un impact sur l'environnement. Et quelle que soit l'activité que nous mènerons en Guyane, notre impact sur l'environnement sera décuplé du fait que nous sommes en forêt amazonienne et que forcément, nous avons besoin d'espace pour nous développer et donc d'emprise sur la forêt. Et c'est là que j'en reviens à l'axe nord-sud. On veut nous faire, donc les écologistes qui viennent du Nord, veulent nous faire supporter à nous seuls la faute de la dégradation de l'environnement global. Il faut bien comprendre qu'il y a l'environnement, il y a l'homme. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je dis que l'homme du Sud et l'homme de la Guyane, l'homme avec un grand H, il souffre.
Oui, mais Et ça, si je vous dis que l'homme de demain n'existera pas si l'on persiste dans cette voie, est-ce que vous êtes au moins sceptique? Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous restez résolument sur votre position? non, moi je pense qu'il y aura des déplacements de population, il y aura des conséquences. Hein. Je ne pense pas que l'homme sera en voie d'extinction, quand même pas. Mais je pense qu'il y aura des conséquences importantes et des bouleversements tant sociaux que économiques. Mais je pense que ce ne sont pas aux populations du Sud dont nous faisons partie d'en faire les frais avant les principaux consommateurs et acteurs de cette destruction de notre environnement, que sont les pays du Nord. Il faut une politique de rééquilibrage qui n'est pas sur le point d'arriver dans le système français. Parce que je vous rappelle que le système français, c'est... Voilà, la France est une et indivisible. C'est-à-dire que la France ne voit pas de différence entre un habitant parisien et un habitant cayennais ou un habitant saint-laurentais. Alors qu'il y en a de grandes différences sur l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès à l'instruction, à la santé, aux droits. Il y en a énormément qui ne sont pas sur le point d'être réglés. On l'a bien vu au travers du mouvement et finalement des réticences de l'État à même tenir sa parole, ses engagements. Et on voit bien que si la France n'est pas prête à régler ces problèmes, il n'y a pas de stratégie endogène, j'ai envie de dire, en Guyane, parce que c'était le rôle de la CTG ou de la région auparavant, d'élaborer une politique minière ou d'élaborer tout simplement une politique de développement économique, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est toujours pas le point de sortir. Alors, si je vous entends, donc finalement, Gauthier, quand même, l'axe nord-sud, si vous considérez, est-ce que l'on peut considérer une seconde que la valeur environnementale stockée, disponible en Guyane, équivaut, certains ont dit des chiffres, on va même être très large, entre 300 milliards d'euros. Est-ce que l'on ne peut pas imaginer, selon le principe de la taxe pollueur-payeur, qu'en immobilisant le stock de biodiversité, c'est-à-dire ne portant pas atteinte à ce stock-là, on pourrait demander la contrepartie aux pays du Nord pour maintenir la Guyane dans l'état actuel, c'est-à-dire ne pas aggraver le passif sur le plan environnemental et lui laisser le temps de s'orienter vers d'autres activités qui, à la fois, satisfassent les besoins de la population, notamment primaires, et en même temps évitent la dégradation de la biosphère. Mais alors, moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre les écologistes dire. Je ne suis pas le porte-parole des écologistes. Non, mais enfin, quand même, il y a un débat de fond entre deux visions du monde et à l'échelon local, deux visions de la société. Est-ce que la Guyane doit être considérée comme la fautive de la dégradation? Je suis d'accord, c'est ce que je vous demandais. Pourquoi ne demandez-vous pas à la Banque mondiale de financer ces opérations, ce retard? Je vous rappelle que ça s'est déjà produit. Nous avons déjà évoqué cette idée publiquement à plusieurs reprises. Ça s'est déjà produit en Équateur. Le président Correa a fait la communauté internationale lui financer la non-exploitation d'un gisement avéré. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est possible. Et moi je pense, et j'espère en tout cas que cette idée fera son chemin sur le fait que si le projet Montagne d'Or devait ne pas se faire, eh bien que tout simplement la Guyane soit dédommagée de ça. Parce qu'aujourd'hui, la Guyane est le pays au monde qui a fait, en plus d'avoir entretenu sa forêt, hein, il faut le dire, depuis au moins 2000 ans de présence humaine, et depuis plus de 400 ans qu'elle a connu la colonisation, la Guyane a quand même préservé son environnement. D'accord ? Donc en plus d'avoir entretenu cet environnement, il faut savoir que la Guyane continue. La Guyane enfin, comment dire. En plus de l'environnement, la Guyane a quoi? Des ressources, d'autres ressources? Oui, mais des ressources dont elle ne profite pas. La Guyane a déjà donné à la planète. La Guyane a fait un effort pour la planète supérieur à ce qu'ont fait tous les pays du monde, ou plutôt chaque pays du monde. La Guyane a donné plus de 60% de sa surface. Elle a gelé 60% de sa surface pour la préservation de l'environnement. Il n'y a aucun pays au monde qui a fait un tel effort. Plus de 60% de la surface de la Guyane est en zone de protection de différents niveaux, que ce soit de parc national, parc naturel régional, zone naturelle d'intérêt écologique. Tout ça représente 60% de la surface de la Guyane. Il n'y a aucun pays au monde qui a fait ça. Donc en plus de ça, maintenant on nous dit il ne faut pas d'industrie
endogène en Guyane. Parce que c'est ça, finalement. C'est une industrie endogène, la mine. Il faut bien comprendre que la question est, veut-on développer la Guyane ou ne veut pas? Écoutez, il y a eu l'élevage de la chevrette. Enfin, il y a eu 1000 expériences en Guyane qui n'ont mais pas été conclues par des résultats. On parle de niveau d'industrie. En même temps, Gauthier Horth, si vous considérez à la fois l'environnement administratif, le code de l'environnement, le code minier qui, à mon avis, sera sous-jacent au code de l'environnement. Il est déjà sous-jacent. Intégré. Est-ce que vous ne considérez pas que vous auriez tout intérêt à envisager des options dans lesquelles l'activité minière deviendrait un élément quasiment facultatif? Je rappelle le montant, enfin le niveau de participation à la richesse locale qui est de 1%. Je rappelle également qu'à la fin des années, au début des années 2010, vers 2008-2009, on a vu une diminution drastique des permis d'exploitation. Donc on était mais là, on y est à nouveau. Oui, on y est à nouveau aujourd'hui. Donc moi, la question que je pose, et j'aimerais avoir une réponse avant que l'on se quitte, c'est de savoir si, à l'âge que vous avez, vous pensez durablement travailler dans cette activité. Et si c'est oui, est-ce que vous pensez le faire en Guyane? Quand, à vous entendre, on considère que c'est pratiquement impossible. Oui, alors nous sommes en train de revivre ce que nous avions vécu il y a 10 ans. Sur la base des mêmes actions, des mêmes ONG, qui ont des lobbies à Paris qui sont très puissants, il faut se le dire. Hein. Les écolos ont des lobbies français et européens qui sont extrêmement puissants. Ils sont dans l'antre même du pouvoir. Mais les industriels aussi ont des lobbies ultra puissants. Oui, mais peut-être pas, en tout cas, à l'échelle de la Guyane, pas aussi puissants. Nous, la FEDOM, n'avons aucun relais à Paris. On ne peut pas dire que les opérateurs miniers guyanais représentent l'industrie française. Bien au contraire. Donc, en attendant, c'est nous qui en pâtissons. Et comme à l'époque, en 2008, eh bien, on voit notre environnement réglementaire se restreindre et les taux se resserrer autour de notre activité. Et donc, comme je dis, on a vu chuter de 2/3 les demandes, même pas les attributions, mais carrément les demandes d'autorisation d'exploiter en moins d'un an. Et je pense personnellement que de plus en plus d'opérateurs miniers, dont je fais partie, commencent à regarder à nouveau ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire au Suriname ou au Brésil, parce que je pense qu'il nous faudra revivre une période d'exil, comme ça a été le cas entre 2007 et 2010, où finalement on ne pouvait plus exploiter légalement en Guyane parce que voilà, l'administration jugeait que c'était trop... que c'était pas opportun. Aujourd'hui, le discours n'est pas tout à fait le même, mais ça se traduit par des actes réglementaires et législatifs qui sont encore plus contraignants qu'à l'époque. Et donc, forcément, on est en train de chasser les artisans miniers vers l'extérieur. Et je pense qu'il nous faudra revivre une même situation où l'orpaillage illégal reprendra des proportions incontrôlable, comme ça avait été le cas à partir de 2010, et que là, tout le monde se souviendra une nouvelle fois qu'on a des artisans miniers, qu'ils auront dû fuir la Guyane, voilà, partir en exil. Donc, ce que vous apprenez ce matin, Gauthier, et ce sera ma dernière question, si je comprends bien, vous êtes déjà sur le chemin de l'exil, autrement dit, vous quittez la Guyane, c'est un projet ou c'est une réalité? Alors, c'est un projet que je compte mettre en pratique, mais il faut bien comprendre que c'est l'opérateur minier, hein. Moi, j'ai une demande d'AUX, par exemple, qui a 2 ans et demi et qui souffre de toutes les pressions des organisations écologistes et de l'administration. Bon, je ne sais pas si j'obtiendrai ces AUX, mais enfin, c'est quand même... Voilà, on ne sait pas, mais dans tous les cas, l'avenir est suffisamment sombre pour que les opérateurs miniers comprennent qu'il faut dès maintenant regarder ailleurs, parce qu'on va revivre exactement ce qu'on a vécu, donc c'est-à-dire l'exil et le fait que les clandestins profitent allègrement de la ressource et que le cercle vicieux perdant-perdant refasse une boucle avant que peut-être, on l'espère, on s'en sorte. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y a de l'or en Guyane. Cet or profitera à quelqu'un. Alors la question est, profitera-t-il à nous, et là je dis nous, opérateurs miniers, mais nous, collectivités, ou profitera-t-il aux autres? Pour le moment, j'ai envie de dire qu'il profitera surtout aux illégaux. Merci Gauthier Horth. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne.
et 88.4 à Kourou.